Bonjour à tout le monde. Donc, nous sommes sur la table ronde sur la LPM, la loi de programmation militaire. Répond-elle vraiment aux besoins des armées? Nous aurons sur cette table ronde Monsieur Christian Cambon, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Armées du Sénat. On aura également, mais pour l'instant il est pris dans les embouteillages, mais il va arriver d'une minute à l'autre, le général Éric Bello des Minières, adjoint au sous-chef d'état-major des armées. Et nous aurons également, qui est là, Bruno Evin, le nouveau PDG d'Airbus Helicopters. Donc, Monsieur Cambon, le Sénat a été un artisan majeur dans la sécurisation des crédits budgétaires de la LPM. Il y a une commission mixte paritaire qui s'est réunie en début de semaine où il y avait plein de bonnes nouvelles. Est-ce qu'aujourd'hui, cette LPM répond vraiment aux besoins des armées? C'est déjà un formidable effort par rapport à la situation antérieure. Je rappelle que depuis plus de 20 ans, toute majorité confondue, les armées font l'objet d'un éreintement budgétaire absolument catastrophique, à la fois sur le plan des hommes et sur le plan des matériels. Et il était absolument nécessaire d'arrêter cette hémorragie. C'était une bonne idée du président de la République. Il y avait eu un assez mauvais signal, si vous vous en souvenez, l'année dernière en juillet, puisqu'il y avait eu à nouveau un gel de 850 millions de crédits. Et donc la LPM a permis de remettre les choses en perspective. Et donc pour faire face à la fois à cette situation et puis aussi pour préparer l'avenir, innovation, guerre de l'espace, etc., il était absolument nécessaire de faire en sorte que cette LPM réponde aux attentes. Alors une LPM, qu'est-ce que c'est? Une loi de programmation militaire, comme son nom l'indique, c'est une loi d'intention. Les intentions sont bonnes, indiscutablement. On veut remettre à flot les armées, on veut... Et ça, c'était un signal fort lancé par Mme Parly, la ministre de la Défense. Elle voulait faire une loi, elle l'a appelée à hauteur d'homme. Car dans les lois précédentes, on parlait rarement de la condition militaire. Non seulement des militaires, mais aussi de leurs familles. Et donc là, il y a un chapitre très important sur ce sujet. Il y a un autre chapitre important sur les capacités opérationnelles, c'est-à-dire dans les trois armes, prévoir et organiser la mise à disposition des armes nécessaires pour faire face aux missions que l'on confie à nos armées. Car c'est bien beau de les envoyer sur tous les théâtres d'opération dans le monde, encore faut-il qu'elles aient les moyens pour se battre. Et puis effectivement, on a aussi voulu regarder la dimension coopération européenne, peut-être on en parlera dans cette table ronde, parce que un pays comme la France, même si nous sommes membres du Conseil de sécurité, même si nous avons beaucoup de responsabilités, on ne peut pas porter tout seul l'effort, notamment de sécurisation d'une région comme le Sahel. On voit actuellement les difficultés qui sont les nôtres, même si le courage de nos troupes est absolument exemplaire. Donc il fallait évoquer ça. Alors, satisfaction, effectivement, c'est l'affaire du verre à moitié plein, à moitié vide. On a évidemment soutenu, et j'ai œuvré pour ma part à la tête de cette commission pour que nous puissions soutenir cette action, mais nous avons aussi pointé à la fois un certain nombre de lacunes et un certain nombre de défis à relever. Les lacunes, la première, c'est que comme son nom l'indique, une loi d'intention, c'est pas une loi budgétaire. Et donc la loi de programmation militaire ne prendra corps qu'à partir du moment où, dans chaque exercice budgétaire, on trouvera les moyens nécessaires pour mettre en œuvre les engagements qui ont été souscrits dans cette LPM. C'est un premier point. Deuxième point, nous avions bien perçu, et nos collègues de l'Assemblée nationale aussi du reste, qu'il y avait une petite astuce dans la LPM qui faisait que, je vais faire en gros pour ne pas rentrer trop dans le détail, mais les 2 tiers des équipements étaient plutôt à venir dans le dernier tiers de la LPM. Et donc sur une partie qui, dans le calendrier, ne correspond plus à l'actuel mandat du président de la République. Donc on peut espérer, et le Parlement sera là pour éveiller, on peut espérer que les gouvernements de l'époque, 2022, 2023, etc., seront suffisamment courageux pour tenir les engagements qui sont souscrits. À l'heure actuelle, on remet 1,7 milliard pendant 3 ans pour commencer justement à moderniser nos armées. Mais après, le gouvernement a prévu que la marge passait à 3 milliards. Donc il faudra chaque année remettre 3 milliards de plus. C'est un petit peu tangent. Si je puis me permettre, oui, je t'en prie. Monsieur le Président, vous avez, lors de la commission mixte paritaire, évité une catastrophe, si je puis dire, en exemptant le ministère des Armées du financement du service militaire universel. Et ça, c'était vraiment un point important.
C'était pour nous conditionnel pour le vote favorable de la loi, parce que nous avons tous appris que le président de la République a lancé une idée qui était du reste dans son programme, donc c'était pas une découverte, qui consiste à créer un service national universel. Alors d'abord, on a cru qu'il s'agissait de restaurer le service militaire. Par chance, cette hypothèse a été écartée de suite, car il s'agit plutôt d'un service, on va dire civique, ou en tous les cas, d'une réappropriation par nos jeunes d'un certain nombre de concepts sur la nation, sur la défense, sur un certain nombre de valeurs auxquelles nous croyons tous, mais qui ne peut pas être porté seul par la défense nationale, par le ministère des Armées. Et donc nous avons, je ne vais pas dire contraint parce que je pense que la ministre avait envie de le dire, mais enfin nous avons aidé la ministre à prendre un engagement très ferme, et moi j'aime bien les engagements, verba volent scripta manent, si mes souvenirs sont bons. Et donc on a inscrit dans la loi le fait que le service national universel ne pourra pas être financé par la loi de programmation militaire, ce qui est une garantie très importante pour faire en sorte que lorsque cette réforme interviendra, elle ne vienne pas piller ou taper dans le budget de cette LPM, faute de quoi, comme le service national universel, c'est quelque chose qui évolue entre 2, 3 ou 4 milliards, on ne sait pas très bien, faute de quoi il n'y aurait plus de LPM, évidemment. Merci, Monsieur le Président. Bruno Evin, en attendant le général, Bruno Evin, que proposez-vous pour répondre et améliorer les besoins aux armées, notamment en matière de disponibilité des hélicoptères ? Je crois que ça a été mentionné, la loi de programmation militaire. Alors c'est une loi d'intention, mais enfin elle affiche un cap quand même très, très clair, et elle visait à répondre à 3 ambitions, qui sont évidemment la capacité des armées à remplir dans la durée et de façon pérenne leur mission très exigeante, on le voit régulièrement, renouvellement de nos capacités opérationnelles, et puis la préparation de l'avenir en maturant un certain nombre de technologies qui doivent nous permettre au niveau opérationnel, au niveau industriel, de garder l'avance dans un certain nombre de domaines. Alors, dans le domaine aéroterrestre, qui est celui sur lequel, évidemment, Airbus Hélicoptères est un partenaire de longue date depuis plusieurs décennies, on considère, même si c'est une loi d'intention, on considère qu'elle répond aux enjeux fixés, en particulier à partir de trois leviers forts. Au niveau de la capacité opérationnelle, on connaît l'engagement des forces à travers les hélicoptères, dans des environnements très exigeants. C'est plus de 100 hélicoptères qui sont régulièrement engagés sur les différents théâtres d'opération. Je crois que la réponse, elle est forte à travers la réforme du MCO qui a été affichée par la ministre des Armées. C'est un axe fort à travers la responsabilisation des industriels et à travers la volonté, à travers des contrats verticaux, donc par flotte, finalement, d'apporter une réponse cohérente au niveau des flottes hélicoptères en termes de disponibilité. Ça, c'est le premier axe qui me semble fort. Le deuxième axe, à travers le renouvellement d'un certain nombre de capacités. Bruno Evin, juste un petit point. Est-ce que vous avez un objectif de disponibilité des hélicoptères ? Très, très clairement, c'est un débat que nous avons avec nos utilisateurs, avec les forces engagées sur les différents théâtres d'opération. Et cet engagement de disponibilité, d'amélioration de la disponibilité, on y travaille tous les jours. Je parlais dans la vision interne à travers la réforme du MCO, mais aujourd'hui, c'est un plan d'action commun, que ça soit à travers des actions industrielles, l'amélioration des chantiers industriels, que ça soit à travers des actions pour optimiser les tâches de maintenance sur le terrain. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tel ou tel axe, mais ce sont des éléments forts, ou à travers des modifications techniques. Je vais prendre l'exemple de l'engagement des hélicoptères au Mali, qui sont soumis à un engagement dans un environnement sable très, très important. On travaille sur les entrées d'air, par exemple, des hélicoptères, afin de limiter l'érosion et de limiter l'impact sur la disponibilité des hélicoptères. Donc on travaille sur un certain nombre d'axes, évidemment, en liaison très forte avec les forces, puisque dans ce domaine-là, c'est évidemment un travail où l'industrie est très proche des industriels, des forces, de la DGA, et on a évidemment des axes très clairs mis en œuvre. Très bien. Donc on attend toujours le général Bello des Minières. On va poursuivre avec Monsieur Cambon. Monsieur Cambon, en dépit des améliorations que le Sénat a pu apporter, en dépit d'une loi plutôt satisfaisante d'entrée qui a été votée à l'Assemblée nationale et puis améliorée par le Sénat, vous avez voté le projet de loi au Sénat, mais vous avez appelé à la vigilance. Quels sont ces points de vigilance et pourquoi le sont-ils ? Premier point de vigilance, je l'ai dit, c'est la loi budgétaire qui chaque année
viendra montrer que le gouvernement s'engage à mettre en application cette loi de programme. C'est très important. Parce qu'entre une loi d'intention et une loi d'exécution, on voit bien la différence. S'il n'y a pas les crédits qui vont... or, on a vu l'année dernière, je reprends cet exemple, par un trait de plume décidé par le président de la République, sûrement pour de bonnes raisons, 850 millions d'euros, excusez du peu, ont disparu des caisses. Et il a fallu que la ministre se batte jusqu'au 30 décembre pour dégeler une partie des crédits qui avaient été gelés par ailleurs. Et voilà le général. Voilà, général. Bonjour, général. Donc ça, c'est effectivement c'est un point de vigilance. On parle des contrats opérationnels. C'est quoi un contrat opérationnel? C'est le gouvernement qui donne une mission aux armées et qui lui donne les moyens. Qu'est-ce qu'il faut pour tenir un contrat opérationnel? Il faut préparer les armées, il faut qu'elles puissent s'entraîner, il faut qu'elles puissent s'équiper. Il faut des capacités opérationnelles avec du matériel qui fonctionne. Et on sait les problématiques qu'il y a eu sur les hélicoptères, par exemple. Il faut que la réserve, qui est un élément très important de nos armées, soit aussi préparée à ça. Et puis, il faut la logistique. Par exemple, le service de santé des armées est vraiment en extrême tension. Il est à 200% des engagements qu'on lui a confiés. Le commissariat aux armées manque d'effectifs. Et donc, c'est une logistique absolument nécessaire. Si vous ne fournissez pas aux armées de quoi manger, vous risquez d'avoir des problèmes au bout de quelques temps. Donc, ce sont des sujets aussi concrets que cela, sur lesquels il convient de veiller. C'est là où le Parlement prête évidemment une attention particulière. C'est le rôle des commissions des deux assemblées. Général, j'ai noté une réelle satisfaction, une satisfaction générale des armées et des chefs d'état-major pour cette LPM. Même si, évidemment, tout n'est pas parfait, quels sont les points les principaux, majeurs, les plus positifs de cette LPM pour les armées? Vous avez un micro. Vous êtes trop bon. J'en suis très touché. Vous le savez, d'abord, les trois chefs d'état-major, comme le chef d'état-major des armées, sont exprimés publiquement pour dire à quel point cette loi de programmation militaire qui répare et qui prépare l'avenir leur convient. Donc toute leur satisfaction va dans ce sens-là. Mais si on voulait mettre en exergue le premier point essentiel, me semble-t-il, sur la satisfaction apportée par cette loi de programmation militaire, c'est la concrétisation de la reconnaissance de nos autorités politiques sur le rôle que les armées ont à jouer. Et en fait, dans ces autorités politiques, il y a le chef de l'État. C'est exprimé, bien sûr, la ministre des Armées. Et il y a aussi nos deux assemblées, qu'elles soient Assemblée nationale ou Sénat, et je rends hommage ici au président Cambon pour l'ensemble du travail qui a été fait, qui se sont attachés à faire en sorte que cette loi de programmation militaire permette véritablement aux armées de remplir et d'exercer leur mission. Vous le savez, on a quasiment chaque jour 30 000 personnes qui sont en situation opérationnelle, et vous avez derrière toute la question de la résilience de la nation, qui est liée à l'organisation dont les forces sont faites et qui, quelque part, participe à la cohésion nationale. Alors derrière cette reconnaissance autour de la singularité du métier militaire compte, et elle s'exprime véritablement dans ce qu'est la loi de programmation militaire. Maintenant, il y a quand même deux points complémentaires qui sont essentiels. Le premier, c'est que cette loi de programmation militaire consolide l'existant, même si elle prépare l'avenir, et on voit dans l'ensemble des livraisons telles qu'elles sont faites, on voit dans l'idée même de participer à l'innovation, on voit dans l'idée de relancer des coopérations, on voit dans la volonté de faire en sorte qu'il y ait un niveau d'activité suffisante, que les militaires, aujourd'hui, auront les moyens suffisants pour remplir les missions qui leur sont confiées. Et puis le deuxième point qui est essentiel, c'est qu'en fait l'effort financier qui est fait sur cette loi de programmation militaire est en soi, de manière étymologique, non ordinaire ou extraordinaire. D'abord, il concerne peu de ministères, l'intérieur, la justice et les armées. Et ensuite, il correspond à une véritable dotation budgétaire. Quand on parle de 200 milliards d'euros sur la période 19-23 ou 300 milliards d'euros sur la période 19-25, on parle malgré tout de beaucoup d'argent et d'un effort qui est reconnu, y compris par nos alliés et l'OTAN en particulier, avec l'atteinte de 2% du PIB. Et enfin, vous avez une loi de programmation militaire qui ne se fonde pas sur un certain nombre d'hypothèses ou d'impasses budgétaires. Donc on a quelque chose de solide qui rend confiant l'ensemble du personnel du ministère des Armées dans la loi qui leur permettra de disposer de l'outil qui leur est nécessaire pour assurer la totalité de leur mission. Merci Général. Bruno Evin, peut-être une petite critique sur cette LPM, mais on a quand même le très net sentiment que les hélicoptères
sont un petit peu le parent pauvre de cette LPM, avec notamment des livraisons pour le programme majeur qui est le HIL. Donc elles seront poussées en 2028, bien après la fin de cette LPM. Est-ce qu'on a raison d'avoir ce sentiment, voire cette déception? Et quels sont pour vous les points positifs pour Airbus Hélicoptères au regard de cette future LPM? Ce n'est clairement pas ma lecture. Ce n'est clairement pas ma lecture. J'en étais sûr. On a abordé l'enjeu par rapport aux capacités opérationnelles et l'enjeu de la réforme du MCO. Il est clair qu'une telle réforme atteint sa limite dès lors que lorsqu'on regarde le parc d'hélicoptères tel qu'on l'a, 300 hélicoptères, 30 ans de moyenne d'âge, un certain nombre d'hélicoptères tels que l'Alouette qui date des années 1960, on voit la limite et donc on voit tout l'enjeu de s'inscrire dans le renouvellement des flottes. Et je considère que la LPM, de ce point de vue-là, envoie un signal très fort au niveau de le renouvellement des flottes, à travers, par rapport à 2 flottes existantes, le NH90, le Tigre, une volonté d'apporter des capacités complémentaires, et puis à travers des nouveaux programmes, le HIL et le SDAM. Au niveau du Tigre et du NH, le Tigre Mark III, qui est une évolution majeure de cet appareil en coopération franco-allemande, vise à maintenir l'avantage opérationnel de l'hélicoptère Tigre dans une perspective de l'évolution du champ de bataille à l'horizon 2025. Donc c'est un signal très fort et il y a un travail pour, dès cette année, engager ce nouveau programme. Au niveau du NH90, qui est un appareil extraordinaire, je crois qu'il apporte toute sa performance opérationnelle sur les théâtres, là encore l'enjeu à travers une variante terrestre destiné à répondre aux enjeux spécifiques des missions des forces spéciales, je crois qu'il y a un signal très fort de s'inscrire dans la durée à travers des capacités qui continuent d'évoluer. Et enfin, vous l'avez mentionné, je crois que le HIL, qui est quelque part le programme emblématique sur lequel on a travaillé de manière étroite avec les forces, avec la DGA, tout l'enjeu, je parlais d'une douzaine de variétés d'hélicoptères avec 30 ans de moyenne d'âge. Le HIL vise à remplacer l'équivalent de 6 flottes d'hélicoptères différentes sur une base, et je crois que c'est un point très fort sur lequel nous avons convergé, sur base d'une plateforme commune pour les 3 armées, marine, air, terre, et sur la base, là aussi c'est un signal très fort, d'une plateforme, le H160, qui sera rentré en service quelques années avant, et donc de bénéficier de la maturité d'une plateforme civile. Donc le HIL, il prévoit des premières livraisons en 2028, donc ça c'est une façon de lire la LPM. À l'inverse, on travaille déjà avec la DGA, avec les forces, sur des études de levée de risque qui doivent nous permettre d'adresser dès cette année et dans les années qui viennent à la fois le maintien des compétences dans le domaine spécifique militaire et puis la préparation d'un certain nombre de compétences. Donc HIL, enjeu majeur à travers le renouvellement des parcs, capacité complémentaire en termes de vitesse, complémentarité au NH et au Tigre, et puis également optimisation du schéma de support à travers un parc harmonisé et qui s'appuie sur une plateforme civile, donc sur une plateforme duale avec tous les enjeux d'optimisation du coût du soutien. Merci Général, je rebondis là sur le HIL. Donc cet hélicoptère, effectivement, va arriver bien après c'est la future loi de programmation militaire, donc après 2025, en 2028, donc les premières livraisons, même si effectivement les commandes seront passées, je crois, en 2023 ou 2022. En tout cas, on a l'impression, et Bruno Evin l'a dit, que ce programme est bien ancré dans la LPM à venir, même si les livraisons sont un peu après. Une question, quelles sont, donc il y a effectivement le HIL, mais quelles sont les principales ruptures temporaires de capacité qui vont être traitées par cette future LPM? Et j'ai une 3e question, quelles solutions pour le transport stratégique français où il y a quelques petites perturbations en ce moment? Votre question est assez compliquée. Vous me demandez de dire à mes adversaires là où ça ne va pas. Alors je ne vais pas vous répondre comme ça. Je vais vous répondre différemment en vous disant voilà les efforts que nous faisons, puis après vous en tirez les conclusions que vous voudrez. La première fragilité, ou le premier effort que nous faisons, et c'est dans le titre même de cette loi de programmation militaire, c'est sur la ressource humaine. On en parle peu, et puis c'est vrai qu'on parle souvent de quincaillerie, avec toute l'affection qu'on porte à ces outils qui nous sont nécessaires, mais sur cette fragilité de la ressource humaine que l'on traite par différentes solutions et qui apparaissent dans la loi de programmation militaire,
à laquelle d'ailleurs nos députés comme nos sénateurs ont été très attentifs, qui sont liés à la nouvelle politique de rémunération, qui sont liés au plan famille, qui sont liés à un certain nombre d'activités, qui sont liés à une deuxième idée. C'est que l'homme, le soldat, est heureux et s'épanouit quand il dispose des moyens pour remplir sa mission. Sachant que le métier de soldat reste un métier singulier. Et à ce titre, tout le discours que vous entendez sur le maintien en condition, sur l'activité, sur la disponibilité des matériels, bref, sur la capacité que l'on a à prendre notre outil pour être capable de l'utiliser là où on nous demandera de le faire, est un discours fondateur de cette LPM. Ensuite, quels sont les efforts qu'on fait? Si on regarde bien, l'appréciation financière moyenne sur la loi de programmation militaire, si on parle de choses qui fâchent, c'est-à-dire de m'euros, si on reste en euros constants, on a une augmentation moyenne sur la période 19-25 qui est de la classe 17 à 18%. Donc ce qui est au-dessus de cette moyenne fait l'objet d'un effort, ce qui est en deçà de cette moyenne fait l'objet d'un maintien de capacité ou alors d'une réorganisation. Dans cet effort, qu'est-ce qu'on compte en premier? Le domaine du renseignement, le domaine de la cybernétique. Où on a un effort qui, sur cette période 19-25, sera de 44% supérieur à ce qu'il a été fait sur la période 14-18. Juste derrière viennent les programmes à effet majeur. Dans ces programmes à effet majeur, on a HIL. On a aussi le TIC Standard 3. On a aussi la queue de livraison de l'ensemble de nos NH90. Derrière, on trouve l'entretien programmé du personnel, qui fait l'objet d'un effort de 37%, et puis l'entretien programmé du matériel, qui fait un objet de 34%. Et c'est le deuxième sujet qui concerne nos hélicoptères. En fait, sur nos hélicoptères, il y a deux choses, il y a deux questions. Il y a la question du nombre, et il y a la question de la disponibilité du nombre. Quand le nombre est disponible, on est capable de mieux l'employer. C'est la raison pour laquelle notre ministre a souhaité la création d'une direction de la maintenance aéronautique pour essayer peut-être de mieux harmoniser, de faire encore mieux que faisait déjà la CIMAD, et de le faire dans une proximité plus grande avec nos industriels. Airbus en fait partie, c'est une évidence. Ça, c'est un travail donc qui est confié à un ingénieur général, Madame Legrand-Laroche, et qui suit plus particulièrement et qui propose un certain nombre de plans à notre ministre et qui les suit tout particulièrement, les choses étant suivies aussi à l'Élysée. Sur le sujet maintenant des hélicoptères plus disponibles sont une chose, et après, comment remplace-t-on nos vieux hélicoptères? Alouette 3, le plus ancien, mais aussi nos Pumas. Les Pumas ont dû être mis en service en 1969 pour les premiers. Donc on tangente la cinquantaine d'années. Et il est parfois difficile, même si c'est parfois très rustique et très utile. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe aujourd'hui en plein désert dans le Sahara. Mais il est parfois difficile de maintenir de vieilles trapanelles. En 1969, on devait être à peu près dans les rues de Paris avec des 404, et il devait encore y avoir quelques 403. Donc on arrive à une période effectivement où les choses sont difficiles. Le renouvellement du HIL permettra de pallier ceci, avec toute la complexité de remplacer 6 flottes en une seule, et de donner satisfaction à des besoins aussi divers que ceux qui sont liés à la surveillance aérienne, aux actions qui seront faites à partir de la mer, etc. Dans la LPM aujourd'hui, sont inscrits en termes de commandes avant 2025, de mémoire, 163 HIL. Donc on a bien quelque chose qui est ancré. Nous avons la ferme volonté de le réaliser. Et croyez-moi, chaque année, on vérifiera tout particulièrement si on n'est pas capable d'avancer, si cela était possible, un certain nombre de réalisations pour pallier au plus vite nos besoins les plus compliqués. Merci Général. Une question pour le président de la Commission des Affaires étrangères et des armées du Sénat. Vous avez signalé tout à l'heure qu'il y avait une surchauffe opérationnelle dans les armées. Justement, lors de la préparation de la LPM, il y a eu un débat entre les armées et le politique sur le nombre de contrats opérationnels. Aujourd'hui, la LPM fixe ses contrats opérationnels à 3. Est-ce qu'il fallait les augmenter ou pas, finalement ? Je pense que les armées auraient bien aimé qu'on en ait un peu plus, mais il y a aussi des contraintes budgétaires. Vous voyez quand même la portée de l'effort qui est évoqué, 200 milliards 2023, 300 milliards. Bon. Donc si vous voulez, les contrats opérationnels, c'est sûr qu'il y a quelque part, on maintient un risque de surchauffe et c'est le point sur lequel nous sommes très vigilants. J'ai dit tout à l'heure les conditions pour faire un contrat opérationnel. Il faut, et la loi de programmation militaire y veille, nous l'espérons, il faut d'abord que nos hommes soient préparés, il faut qu'il y ait un temps de formation, il faut que des pilotes aient suffisamment d'heures pour voler, pour s'entraîner. C'est très important, la préparation opérationnelle. Il faut des capacités
de matériel. On a évoqué le problème des hélicoptères. On sait qu'il y avait cette rumeur qui, pendant longtemps, faisait florès, qui disait que la moitié des hélicoptères français étaient au sol, incapables de voler, soit parce qu'il n'y avait pas les gars pour les conduire, soit parce qu'ils ils avaient des pannes ou des difficultés quelconques. Bon. Donc il faut évidemment du matériel, et là aussi, la loi répond à ça. J'ai souligné l'importance de la réserve, j'ai souligné l'importance de la logistique, si vous voulez. Donc le travail va être effectivement de ne pas trop tirer sur la corde. Je prends un exemple très simple qui nous inquiète beaucoup, c'est le service de santé aux armées. C'est un service tout à fait magnifique, qui fait un travail extraordinaire. Pourquoi ? Parce que déjà, la qualité des soins qui doit être dispensés a changé avec les combats que nous menons. Moi, j'ai été à Gao, où nos troupes sont très exposées. Il y a une unité hospitalière qui est très performante. Pourquoi ? Parce qu'auparavant, à la guerre, on prenait une balle ou une rafale. Là, et on en parle très très peu dans la presse parce que ça n'intéresse pas grand monde, mais quand il y a des blessés, les blessures sont effroyables. C'est-à-dire que vous perdez des membres. Moi, quand je suis arrivé à Gao, 2 jours avant, il y avait un jeune médecin militaire qui a perdu, en sautant sur une IED, sur une mine artisanale, il a perdu une jambe, un bras et les 2 yeux. Bon, alors évidemment, vous êtes obligé de donner des moyens important, car vous les devez, la nation leur doit. On n'envoie pas des gars pour leur dire bah, écoutez, si vous faites casser la gueule, vous aviez qu'à pas faire ce métier et rentrer à la sécurité sociale. Donc, si vous voulez, on a vraiment la nécessité de répondre à tout cela. Et donc, la même chose pour le commissariat aux armées, je l'ai dit tout à l'heure, le commissariat, c'est toute la logistique. C'est très important. Bon. Et là, on voyait bien qu'on a tiré un petit peu sur la corde et que parfois, on était en difficulté. Donc, les contrats opérationnels, on aurait préféré un tout petit peu plus de facilité et de souplesse, mais on va veiller à ce qu'il y ait une adéquation entre les moyens et les missions. Il n'y a rien de pire pour le politique, et je le dis sous le contrôle de chefs militaires prestigieux, il n'y a rien de pire pour le politique que d'envoyer ses soldats et de ne pas leur donner les moyens. Hein. Alors il y a un moment, on a connu une période où on envoyait des contingents un peu sous tous les azimuts, on s'est trouvé très seul, on l'est au Sahel, 4500 hommes pour contrôler un territoire de 5 500 000 km², c'est-à-dire l'équivalent de l'Europe. Je vous mets au défi d'expliquer comment ces choses sont possibles. C'est pour ça que du reste et on vient de le voir il y a 2 jours, des initiatives viennent d'être prises par le président de la République avec nos amis allemands. Nous coopérons et nous souhaitons coopérer, évidemment, continuer à coopérer malgré le Brexit avec nos amis britanniques qui sont les seuls à avoir une armée qui est susceptible de se projeter sur des théâtres d'opération extérieurs. Bon, alors on sait très bien que l'armée allemande ne fonctionne pas du tout selon les conditions et les modalités d'engagement de l'armée française. On parle d'une armée parlementaire, c'est-à-dire que s'il tire une cartouche, il faut l'autorisation du Parlement. Moi, pour vous donner quand même, parce que c'est bien que ça se sache, je n'étais que vice-président de la commission de la Défense, mais quand les rafales ont été envoyées par l'ancien président de la République en Irak, je l'ai appris en lisant le Parisien Val-de-Marne. Bon, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, c'est la Constitution qui fait du président de la République chez les armées, c'est très bien. Mais si vous voulez, notre but maintenant, notre rôle, ça va être d'accompagner ces contrats opérationnels, ça va être d'accompagner pour voir chaque année, car le Parlement a quand même le devoir de voter le budget, donc on va regarder dans le budget comment les choses se passent. Et j'ai eu un superbe débat avec la ministre qui voulait nous donner, pour nous aider à contrôler le budget, des rapports épais comme ça. Moi, j'ai dit, j'ai pas besoin de rapport, moi. Moi, je veux un compte d'épicière. Moi, je veux 4 pages 21, 29, 7 avec 5 colonnes, armée par armée. Alors, vous mettez le nombre de rafales qui sont commandées, le nombre qui sont mis en circulation, le nombre de ceux qui sont en panne. Enfin, vous voyez, c'est très, très simple à contrôler. Vous voyez effectivement comment les choses se passent. Et il y a des choses qu'on peut pas vous cacher, d'autant que je ne cesse d'emmener sur le terrain ma commission. Donc, on a des yeux et on a des oreilles. Donc, c'est ça le travail du Parlement. Vous voyez, ce n'est pas de venir s'imposer dans des compétences qui relèvent du chef de l'État et du gouvernement. C'est d'accompagner nos industriels pour garder ce savoir-faire aussi. C'est un beau sujet dont il faudrait parler. C'est une source formidable d'exportation. C'est 200 000 emplois. Donc il faut parler aussi de ces sujets aux Français, parce que trop souvent on entend dire oui, la France, vendeur d'armes, etc. Et tout. Il faut savoir ce qu'il y a derrière. Et il faut savoir qu'à chaque fois que nos industriels améliorent les innovations, eh bien, c'est aussi notre propre sécurité qui en bénéficie. Et nous ne sommes pas en permanence à la merci d'acheter du matériel sur étagère ici ou là. Donc vous voyez que c'est un véritable travail. La loi, cette LPM, elle ne résout pas d'un coup de baguette magique la totalité du sujet, ça se saurait, mais franchement, je pense, et je suis heureux que les militaires le disent, c'est franchement un pas en avant très important qui est fait, à la charge du politique maintenant de faire en sorte qu'elle soit exécutée. Et pour ça, nos amis militaires et nos amis industriels sont aussi là pour guider notre démarche.
Merci Monsieur le Président. Bruno Hevin, une des priorités de la LPM est la coopération européenne, voire une consolidation de l'industrie de défense. Quels sont les impacts? Quels pourraient avoir les impacts sur le matériel aéroterrestre? Vous savez combien la coopération européenne pour un groupe comme Airbus est importante, c'est dans notre ADN. Et vous l'avez encore vu récemment sur un certain nombre d'initiatives, que ce soit sur l'avion de combat du futur ou que ce soit sur le Rhône. Donc évidemment, c'est une dimension importante pour le groupe. Dans le domaine aéroterrestre, pour Airbus Hélicoptère, là encore, c'est notre ADN, hein, c'est l'origine de la société, la coopération franco-allemande. Je mentionnais le Tigre Mark III tout à l'heure. Je crois que c'est un bel exemple, hein, à la fois de réponse aux capacités opérationnelles, de renouvellement de ces capacités dans la durée, et puis d'inscrire et d'ancrer l'axe franco-allemand dans la durée. Donc je crois que le meilleur exemple et la meilleure réponse, c'est cette volonté qui s'inscrit d'ailleurs ces dernières semaines, on le voit très fortement, et l'engagement de la ministre pour lancer ce programme-là. Donc pour moi, le Tigre Mark III est assez emblématique de cette volonté, de ce signal. Merci. Général, peut-être une dernière question avant de passer la parole, en tout cas la parole à la salle. Cette LPM est principalement, je ne pense pas me tromper, une LPM de fabrication. J'avais l'impression, moi en tant que journaliste, en tant qu'observateur, que les budgets de R&T restaient plus ou moins les parents pauvres, puisqu'on arrive au milliard en 2023, si je me souviens bien, alors qu'aujourd'hui on est autour de 730 millions. Est-ce que ce n'est pas une des principales vulnérabilités de cette LPM que de préparer l'avenir un peu tardivement? Alors je me permettrai de nuancer votre appréciation. Si on parle chiffres, puisque vous les avez évoqués, aujourd'hui, bon an, mal an, on dépense de la classe 10 milliards d'euros pour nos équipements, tout titre. Dissuasion, pas dissuasion, conventionnelle, etc. On atteindra en 2022 1 milliard d'euros sur la partie études amont. Et puis chaque année, on incrémentera d'une vingtaine de millions d'euros, 21, 22, 23, 24, 25, pour arriver à 1,60 million, 1,70 million d'euros. Donc il y a un effort qui est de la classe, quelque part, à 10% de ce qui représente la partie fabrication. Pardon, ce qui représente la partie investissement au profit des programmes, de l'ensemble des programmes. Dans cet investissement au profit des programmes, il y a une partie fabrication, et puis il y a une partie de développement qui reste, qui est aussi dans une recherche d'innovation. Donc en fait, c'est très difficile d'arriver à une partition juste. Il me semble, en tout cas en ce qui concerne la volonté du ministère des Armées, que cette idée de garder l'innovation au cœur de l'ensemble de nos processus et de nos préoccupations est entière. C'est le sens de cette augmentation sur les études amont. Ce n'est pas complètement anodin. Vous passez de 700 à 1000, il y a quelque part, si vous voulez, un plus 30% mal compté. Mais plus que ça, et vous le savez, la ministre des Armées a décidé de la création d'une agence de l'innovation, donc qui devrait être sur les fonds baptismaux d'ici quelques jours ou quelques semaines. Et au travers de cette agence de l'innovation, il y a l'idée de capter à la fois en cycle court ce qui vient de ce qui existe dans la société, sur l'ensemble des marchés, qu'ils soient français ou étrangers, et de continuer à faire effort sur un ensemble d'études pour préparer l'avenir avec des sujets qui nous préoccupent et qui sont fondamentaux. Renouvellement de la dissuasion. Nos grands sujets. M. Hevin l'évoquait tout à l'heure, la partie future de système combat aérien, la partie future de système de combat terrestre, le successeur du porte-avions, l'ensemble de nos avions de patrouille maritime, tout ce que nous faisons dans le domaine cybernétique, tout ce que nous faisons pour observer l'espace, tout ce que nous faisons pour être capable de garder une certaine autonomie dans le domaine du renseignement. Ça touche en fait des sujets assez nombreux. Tout ce qui est robots, tout ce qui est hypervélocité, tout ce qui est travaux sur les senseurs, tout ce qui est furtivité, tout ce qui est nanotechnologie, tout ce qui est informatique quantique, etc. En fait, tout ceci est dans le package. J'ai tendance à croire qu'aujourd'hui, l'orientation est vertueuse. Si jamais elle était insuffisante, il y a une clause de revoyure en 21 pour être capable de regarder ce qu'il en est. L'équilibre, néanmoins, quand on regarde ce qui se fait dans les autres sociétés militaires, d'une part, ou dans la société civile, on s'aperçoit qu'on est plutôt en phase avec des sociétés qui investissent et qui réfléchissent beaucoup. On n'est pas sur le modèle d'une start-up focalisée sur un sujet en particulier, mais par rapport à nos alliés, qu'ils soient allemands ou britanniques par exemple, on est sur des taux d'investissement qui sont très supérieurs dans la partie études,
Et si on regarde par rapport à n'importe quelle société de production industrielle, on pourrait le confirmer avec Airbus, on est sur quelque chose d'assez comparable. Donc voilà aujourd'hui ce qui est prévu, avec une vraie volonté de rester innovant, non pas pour le plaisir de l'innovation, mais pour anticiper et être capable toujours de surclasser l'adversaire potentiel auquel nous devrons faire face. Merci Général. On va passer pour les questions avec la salle. Alors je vous demanderai de vous présenter et de faire des questions le plus courtes possible sans trop de commentaires. Merci à vous. Alors je ne sais pas, pour les micros, vous avez monsieur, donc qui veut se lancer en premier? Ah, nous avons une salle très timide. Si, monsieur, là-bas. Bonjour, mon général, messieurs. Je suis président d'une association en promotion du patrimoine historique et technologique et je suis cadre, je fais l'accompagnement de dirigeants et des fonds d'investissement. Ma question s'adresse au général et à M. Bruno Even. Elle porte sur la loi de programmation militaire. Ne manque-t-il pas un élément en matière d'hélicoptères lourds? On a l'impression qu'on a un peu une carence dans ce domaine-là. Je ne parle pas des CH-47 ou des CH-53. Ça augmente le nombre de cycles des hélicoptères actuels que l'on a. Donc ça, c'était ma question première. Qu'en est-il de ce point-là? Et ma question porte également sur M. Bruno Even, quelle est la position actuelle d'Airbus Hélicoptère par rapport au CH-53K? Merci monsieur pour votre question. On va pouvoir vous embaucher au sein de l'état-major des armées pour réfléchir aux capacités futures. En tout cas, j'en suis très heureux. L'hélicoptère transport lourd répond à une question intermédiaire que je n'ai pas traitée tout à l'heure, je m'en excuse, sur l'aviation de transport stratégique, dans lequel vous me demandiez de savoir ce qu'il en est. Vous vous souvenez aujourd'hui qu'en termes d'aviation de transport, on est en train de changer notre gamme de C-160 par des A400, maison Airbus, et on travaille sur nos ravitailleurs pour être capable d'avoir une gamme de ravitailleurs qui fera à la fois du transport stratégique et du ravitaillement en vol. Des sujets qui sont particulièrement sensibles, et pour lequel, en ce qui concerne la 400M, on arrive, et quand les choses se passent bien, quand les choses fonctionnent, à des performances en termes de posée décollage sur tout type de terrain et en termes d'emport qui sont assez remarquables. C'est ça, aujourd'hui, l'objectif majeur et l'investissement majeur de l'ensemble de nos armées sur ce sujet-là. Restera la question de la mobilité intra-théâtre que vous évoquez. Aujourd'hui, on a une petite brouette qui s'appelle le CASA, qui n'est pas véritablement un avion tactique, mais qui rend de nombreux services. Et puis pour remplacer nos vieux Transal, on a toute une gamme de C-130, donc d'avions américains, qui sont plutôt dédiés à l'action de nos forces spéciales, parce que d'un emploi tactique plus robuste ou plus rustique, en tout cas mieux maîtrisé ou mieux connu plutôt, c'est mieux de le dire comme ça, et qui nous permet d'assurer une certaine mobilité intra-théâtre. Si on regarde la question du CH-53, vous demandez à n'importe quel militaire s'il en rêve, il aurait tendance à vous dire oui, à telle enseigne d'ailleurs que les Britanniques, dans le cadre des coopérations qu'évoquait le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat, nous avons donc les Britanniques qui arriveront avec des CH-53 au Mali et qui nous aideront donc dans l'ensemble de cette mission. Donc ça va dans le sens de ce que vous décrivez. Et CH-47, pardon. En revanche, il souligne aussi à quel point l'ensemble de nos opérations, et c'est écrit en toutes lettres, et dans la revue stratégique et dans le rapport annexé de cette loi de programmation militaire, sont faites en priorité en coopération. Parce que la question que vous posez, en fait, pose une deuxième question. C'est non pas une flotte pour quoi faire, mais une flotte comment et dans quelle durée. Et en fait, quand vous créez une nouvelle flotte, vous créez, que ce soit en termes d'organisation, de maintenance, de maintien en condition de ce que vous voulez, comme de formation de l'ensemble des équipages et pilotes, un biberon particulier, une chaîne particulière. Au regard de la variété de l'ensemble de nos métiers, au regard des problématiques que nous avons à traiter par ailleurs, aujourd'hui, il n'a pas été choisi de faire effort dans le domaine de l'hélicoptère de transport lourd. Vu des armées, voilà ce qu'il en est. Maintenant, vous le savez, abondance de biens ne nuit jamais. J'ai aussi d'autres idées, moi, pour compléter encore la panoplie. Ce que nous avons est déjà satisfaisant. Et voilà comment, aujourd'hui, nous traitons nos mobilités intra-théâtre. Bruno Even.
Je pourrais me contenter de répondre en disant on est là pour répondre aux besoins exprimés par nos clients. Le besoin n'a pas été exprimé en tant que tel. Je vais essayer d'élaborer un peu plus. Des hélicoptères tels que le CH-53 répondent à un besoin bien spécifique qui est réel dans certains cas, mais on comprend bien que l'industrie, elle seule, ne peut pas s'inscrire dans une logique de développer par elle-même ce type de programme. C'est évidemment en réponse à un besoin sur la base d'un financement spécifique, parce qu'on parle bien d'une application militaire. L'enjeu que nous avons tous, état-major, DGA, industriel, à répondre dans le cadre de la LPM, c'est pas uniquement avons-nous la capacité technologique, on l'a, c'est avons-nous la capacité dans la durée à développer et maintenir ce type de moyens. Par rapport à des hélicoptères tels que le CH-53, la réponse, je crois que le général l'a apporté, elle n'aurait de sens qu'à l'échelle européenne, et on voit bien là que c'est un sujet sur lequel il n'y a pas forcément alignement. Et je dirais même que sur certaines niches du marché, il faut savoir se dire si la réponse n'existe pas au niveau européen, ben pourquoi pas dans certains cas, et c'est ce que l'approche qui est aujourd'hui retenue par les Allemands, ben pourquoi pas dans certains cas aller chercher cette réponse lorsqu'elle existe. Et notre positionnement, en l'occurrence vis-à-vis de l'Allemagne, c'est de considérer qu'on a un positionnement, comme on l'a historiquement, en termes de soutien des matériels et apporter notre capacité de proximité et notre capacité de réponse industrielle pour le soutien d'appareils tels que ceux-là, si la décision devait être prise. Monsieur Cambon, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être rassuré sur l'iniquité de l'article 14 pour le ministère de la Défense? C'est le fameux article 14 du projet de loi de programmation des finances sur les restes à payer. Grosso modo, les restes à payer, c'est 50 milliards pour le ministère de la Défense qui pourraient être effacés d'un trait de plume par Bercy. Est-ce qu'aujourd'hui, tout est réglé? Dans la question, vous avez donné la réponse. Donc ce système assez compliqué visait effectivement à montrer du doigt un petit piège qui avait été tendu par nos amis de Bercy, qui consiste d'une manière générale, tous les ministères, à brimer les capacités d'investissement des ministères. Or, on le voit dans les exemples dont vous entendez parler aujourd'hui, un projet d'une arme nouvelle, c'est 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Donc si à chaque fois on vous limite vos capacités d'investissement, ça veut dire que globalement on vous ralentit vos capacités d'innovation et les moyens de faire face à ces défis. Donc cette affaire avait été soulevée à la fois par le Sénat et par l'Assemblée nationale. Elle a été réglée dans le cadre de la LPM et donc les armées ne seront pas soumises à cette règle de Bercy, parce que Bercy c'est son rôle, du reste ils sont payés pour ça, de récupérer par la main gauche qui vous ont donné par la droite. Donc il faut qu'on fasse attention à ça. Hein. Oui, il faut dire, moi je dis les choses comme je les vois et comme je les pense, et surtout comme je les vois. Merci Monsieur le Président. On va prendre une toute dernière question dans la salle. Qui se lance? Monsieur. Merci. Général, messieurs, une question. Donc Philippe Plouvier, Boston Consulting Group. Une question. On a bien compris que la loi de programmation militaire avait fait d'énormes efforts et qu'effectivement la cible des 2% allait être atteinte et c'était un benchmark, on va dire, en Europe. Maintenant, on s'inscrit aussi dans une situation internationale où nos industriels sont en concurrence avec notamment les États-Unis. Où les troupes sont engagées aux côtés des États-Unis. Et là, on est face à un pays qui a augmenté de 10% son budget de défense, qui dépense 5% de son PIB, qui investit énormément en innovation. Donc ça conduit nos industriels d'une certaine manière à être en concurrence avec eux, je dirais, y compris dans les marchés export dans lesquels ils ont des accès particuliers. Qu'est-ce que l'on peut faire, à la fois au niveau de la loi de programmation et peut-être par d'autres leviers, pour mieux soutenir notre industrie dans ce contexte international? Bruno Eva. Ce qu'on peut faire en termes de besoins, on a beaucoup axé sur vis-à-vis de la loi de programmation militaire par rapport à l'amélioration des capacités, par rapport aux équipements. Évidemment, le positionnement de l'industrie
n'a de sens que lorsqu'on s'inscrit dans un marché international. Donc c'est notre capacité effectivement à l'export. Et là, je crois qu'il y a deux axes pour maintenir la compétitivité de l'industrie, partant du principe, et c'est la réalité, on ne la changera pas, que le seul marché national n'apporte pas le volume suffisant pour répondre à la compétitivité industrielle, c'est le soutien à l'innovation. Puisque le vrai sujet de la compétitivité à l'export, il n'est pas tant sur la compétitivité des coûts que sur la question de l'amortissement du développement initial. Et donc c'est vrai que le soutien à l'innovation et le milliard au niveau des études amont est essentiel pour nous donner la capacité de maturer les technologies. Et puis le deuxième aspect qu'on n'a pas soulevé aujourd'hui, c'est le soutien à l'export. Et de ce point de vue-là, l'expérience récente le montre encore, il y a une vraie symbiose et une vraie synergie entre les acteurs étatiques, le politique, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Armées, les forces et l'industrie pour se positionner sur un certain nombre de campagnes à l'export. Et je vais rester dans le domaine des hélicoptères. On a quelques exemples récents, que ce soit au Koweït, que ce soit à Singapour. Plus récemment, ça reste à finaliser le NH90 au Qatar. Donc on voit bien tout l'enjeu d'avoir une action commune pour assurer à la fin, parce que la compétitivité c'est le volume c'est le marché national, c'est la coopération européenne et c'est le marché à l'export. Donc ma réponse est études amont et soutien à l'export. Monsieur Cambon. Oui, la question qui est posée par notre ami, elle pose une fois de plus, de mon point de vue, la vraie question de la coopération européenne. Moi, j'ai l'honneur de siéger à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, et donc j'entends bien le discours de nos amis américains qui disent « dépensez plus pour la défense et achetez américain ». Bon. Alors évidemment, pour l'industrie européenne... C'est trop souvent le cas. Voilà. Et nous avons des exemples qui sont frappants en matière d'hélicoptères. L'affaire de la Pologne est dans toutes les mémoires des spécialistes. Vous voyez des gens comme nos amis néerlandais qui achètent sur catalogue à un prix absolument dément des avions américains, et donc ils seront obligés de diviser par deux le nombre d'avions dont ils vont s'équiper. Vous voyez l'attentisme des Belges qui se demandent s'ils vont acheter des Rafales ou s'ils vont acheter des F-35, etc., etc. Donc quelque part, pour maintenir cette capacité d'innovation, il faut être ensemble. Il faut être ensemble. Que vous preniez le drone, que vous preniez le système de combat aérien du futur, on parle d'un investissement à mettre sur la table, d'un investissement de recherche de l'ordre de 20 à 25 milliards. Alors évidemment, où les trouvez-vous? Il faut bien qu'on se mette à plusieurs. Et puis, il faut qu'il y ait un marché. Vous avez raison de souligner l'exportation. Moi, j'ai été patron de PME pendant 30 ans avant d'être sénateur. Bon, s'il n'y a pas de clients, il n'y a pas d'affaires. Donc, il faut encore savoir à qui on les vend et quels sont les produits nécessaires. Et parfois, ça nécessite des ajustements. Sur le drone, il va y avoir des discussions très importantes avec nos amis allemands, parce que nos amis allemands, ils veulent faire des drones pour de la surveillance urbaine. Nous, on voudrait des drones pour aller chercher les terroristes dans le massif des Ifora. C'est pas exactement le même métier. Donc, il va falloir qu'on discute assez fort pour savoir comment les choses vont se passer et quelle coopération on doit mettre en œuvre. En revanche, avec par exemple les Italiens sur les vedettes et tout ça, on a des coopérations parce que ce sont des pays méditerranéens et qui assument les mêmes problèmes. On le sait ô combien ces jours derniers. Donc si vous voulez, et je vois avec intérêt ces premières initiatives en matière de coopération européenne, mais on est très très loin du compte encore. Et un jour ou l'autre, les plus jeunes d'entre vous le verront sûrement, je pense qu'on arrivera à une défense européenne. Et à ce moment-là, il faut qu'il y ait la version équipements européens, parce que tout ça coûte extrêmement cher. L'opinion publique est prête, évidemment, et nous demande d'assurer la sécurité, mais elle n'est pas capable de payer non plus n'importe quel prix. Donc je pense que c'est une réponse forte, parce que, je le dis sincèrement ici, actuellement, dans la concurrence que vous évoquez avec les Américains, et moi je le vois partout, je l'ai vu, je ne vais pas citer des noms, mais enfin, le but vrai, véritable de nos amis américains, c'est de chasser l'industrie d'armement européenne pour s'imposer partout. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont, au moins c'est dit. Merci Monsieur le Président, général des minières, et ce sera le mot de la fin. Alors, non, attendez, il va répondre sur la réponse à votre question, en fait. Juste 3 petits compléments. Le premier, c'est qu'en fait, tout le monde achète, toute industrie produit un équipement militaire sur la base d'un besoin militaire. On s'aperçoit que dans tous nos systèmes de coopération, les militaires arrivent assez rapidement à se mettre d'accord entre eux. Après, chaque pays se trouve contraint par l'investissement qu'il fait dans son industrie nationale. Chacun n'ayant pas envie d'investir à perte, ou d'investir, je veux dire, gratuitement, de manière un peu schématique, pour nourrir d'autres personnes qu'eux. Il existe une entité dans laquelle il y a une harmonisation des besoins, par nature. Non pas tous le même besoin, mais tous des besoins qui sont capables de travailler entre eux. C'est l'OTAN. Et l'OTAN, les Américains y sont, mais pas seulement. Et
21 des pays de l'OTAN sont aussi dans l'Union européenne. Et donc ces pays de l'OTAN qui travaillent à cette harmonisation de l'ensemble des systèmes qui permettent une interopérabilité, à partir du moment où les militaires et les militaires français s'y investissent, arrivent à faire valoir un certain nombre de normes qui sont utiles à l'ensemble de notre industrie. Il y a un deuxième aspect qui est important dans cette coopération, c'est que tout le monde peut imaginer soutenir tout le monde. Et c'est effectivement ce que nous faisons et sur lequel nous sommes terriblement impliqués. Innovation, on en a parlé, soutien à l'export. C'est l'idée d'être capable de définir quelque chose à peu pour l'étendre par la suite. C'est typiquement la logique que nous retenons sur le futur système de combat aérien, comme sur le futur système de chars de combat. Et enfin, les armées ont un outil assez remarquable pour faire en sorte que le soutien à l'industriel, le soutien à l'industrie de défense soit sans cesse renouvelé. C'est la direction générale pour l'armement. Et cette DGA, en fait, elle a deux fonctions régaliennes. L'une, c'est de faire en sorte que la dissuasion demeure pérenne. Le second, c'est d'assurer une base industrielle et technologique de défense qui soit adéquate. Voilà globalement comment s'organise l'État français pour être capable de soutenir véritablement une industrie qui lui est indispensable. Merci Général, merci à vous trois. Vous pouvez les applaudir chaleureusement.